Une mère emmène sa fille chez le médecin après les week-ends passés avec le père. Le médecin voit l'échographie et appelle le 911. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. La lumière dorée de l'après-midi inondait la fenêtre de la cuisine alors que Lydia Matthews pliait la dernière brassée de linge. Ses yeux se posèrent sur l'horloge murale, 17h30. Derek allait déposer Aubrey d'un instant à l'autre. Ces dimanches soirs la remplissaient toujours d'un mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement de retrouver sa fille à la maison, et appréhension quant à l'état dans lequel elle la trouverait. L'accord de garde était encore nouveau, 3 mois seulement après le divorce, et Aubrey, 6 ans, passait un week-end sur 2 chez son père. Chaque fois qu'elle rentrait, Lydia remarquait des changements subtils qui rongeaient ses instincts maternels. Le bruit d'une portière de voiture claquant à l'extérieur tira Lydia de ses pensées. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrant juste au moment où Derek faisait remonter Aubrey le chemin. Même de loin, Lydia pouvait voir l'épuisement dans les yeux de sa fille. « Salut, ma puce, j'ai passé un super week-end. » annonça Derek avec son large sourire caractéristique qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « On s'est bien amusé, pas vrai, Hobbs ?» Aubrey hocha la tête silencieusement, ses petits doigts serrant les bretelles de son sac à dos. Ses yeux bleus normalement vifs semblaient ternes, et ses couettes blondes étaient ébouriffées. « Est-ce qu'elle a mangé ?» demanda Lydia, essayant de garder sa voix neutre. Derek fit un geste dédaigneux. Elle n'avait pas faim. « Écoute, je dois y aller. J'ai une prise de service tôt demain. » Il reculait déjà vers sa voiture. « À dans 2 semaines, princesse. » Avant que Lydia ne puisse poser d'autres questions, il était parti, ne laissant derrière lui que le grondement faiblissant de sa vieille berline. S'agenouillant à la hauteur d'Aubrey, Lydia lui brossa doucement les cheveux du front. « Que dirais-tu d'un bon bain chaud et ensuite d'un peu de souper ? J'ai fait ta soupe au poulet préférée. »« Je suis vraiment fatigué, maman, » murmura Aubrey. « Est-ce que je peux juste aller me coucher ?» L'inquiétude serra la poitrine de Lydia. « Et si on prenait juste un bain rapide, ma chérie ? Ensuite, tu pourras aller te coucher tout de suite. » 20 minutes plus tard, alors que Lydia aidait Aubrey à enfiler son pyjama, elle ne put ignorer ce qu'elle voyait. La silhouette normalement mince de sa fille semblait différente. Son ventre ressortait visiblement, rond et ferme d'une manière qui ne correspondait pas à ses bras et jambes par ailleurs minces. « Ton ventre te fait mal, chérie ? » demanda Lydia avec précaution, en aidant Aubrey à boutonner son haut de pyjama. Aubrey hocha légèrement la tête. « Parfois, surtout après que j'ai mangé chez papa. »« Quel genre de nourriture papa te prépare-t-il » Aubrey haussa les épaules. « Parfois des céréales. Parfois on va au drive-in. Parfois j'ai juste des collations. » Lydia borda sa fille, l'esprit s'emballant d'inquiétude en la voyant s'endormir presque instantanément. Ce n'était pas seulement la fatigue d'un week-end amusant. Quelque chose n'allait pas. Après avoir allumé la veilleuse, Lydia ferma doucement la porte et se dirigea vers le sac à dos d'Aubrey. Elle déballa les vêtements du week-end, constatant que la plupart n'avaient pas été portés. Au fond du sac, elle trouva le lapin en peluche préféré d'Aubrey, M. Floppy, qui semblait inhabituellement sale. Prenant une décision, Lydia prit son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro du docteur Evelyn Walsh. Evelyn était la pédiatre d'Aubrey depuis sa naissance, et Lydia lui faisait entièrement confiance. Même si elle réagissait de manière excessive, mieux valait prévenir que guérir. « Bonjour, c'est le cabinet du docteur Walsh », fit la voix de la réceptionniste. « Bonjour, c'est Lydia Matthews, la maman d'Aubrey. J'ai besoin de prendre rendez-vous dès que possible. Quelque chose ne va pas avec ma fille. » En prononçant ces mots, Lydia ne pouvait se défaire du sentiment que ce qu'elle voyait n'était que la pointe de quelque chose de bien plus préoccupant. Elle mesura la ceinture du pyjama d'Aubrey avec ses doigts, confirmant ce que ses yeux avaient remarqué. Elle était définitivement plus serrée qu'il y a 2 semaines. Quoi qu'il arrive, Lydia était déterminée à aller au fond des choses. Le bien-être de sa fille en dépendait. Le cabinet du docteur Evelyn Walsh sentait toujours le désinfectant au citron et les sucettes à la cerise. Cette combinaison avait jadis fait sourire Aubrey, mais aujourd'hui, alors que Lydia la guidait à travers la salle d'attente colorée, la petite fille serra simplement M. Floppy plus fort contre sa poitrine. Madame Matthews, l'infirmière apparut avec un presse-papier.
Le docteur Walsh peut voir Aubrey maintenant. Lydia ressentit une vague de gratitude. Le docteur Walsh les avait fait passer en urgence le lundi matin après avoir entendu l'inquiétude dans la voix de Lydia. Dans la salle d'examen, Aubrey était assise tranquillement sur la table recouverte de papier, ses jambes pendantes. La blouse à motif de dinosaure semblait engloutir sa petite silhouette, la rendant encore plus vulnérable. « Eh bien, bonjour mademoiselle Aubrey », le docteur Walsh entra avec son sourire chaleureux caractéristique. À la cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel coupés en un carré pratique, elle possédait l'équilibre parfait entre professionnalisme et chaleur de grand-mère. « J'entends dire que ton ventre ne va pas très bien. » Aubrey hocha la tête, les yeux baissés. « Peux-tu me montrer où ça fait mal ?» demanda doucement le docteur Walsh. Aubrey désigna son ventre. « Et depuis combien de temps ton ventre te fait-il mal ?» Aubrey haussa les épaules, regardant sa mère pour obtenir de l'aide. « Il semble que ce soit pire après ses retours de week-end chez son père, » expliqua Lydia. « Et j'ai remarqué que son abdomen semble distendu. Ses vêtements ne lui vont plus de la même manière. » Le docteur Walsh hocha la tête pensivement, gardant son attitude rassurante. « Jetons un coup d'œil, voulez-vous ? Aubrey, peux-tu t'allonger pour moi, ma chérie ?» Tandis que le docteur Walsh commençait son examen, Lydia observait son visage à la recherche du moindre signe d'inquiétude. Des années à amener Aubrey pour des examens de routine lui avaient appris à lire les changements subtils dans l'expression du médecin. Le léger froncement qui apparut entre les sourcils du docteur Walsh glaça le cœur de Lydia. « Avez-vous remarqué des changements dans l'appétit d'Aubrey ou dans ses habitudes aux toilettes ?» demanda le docteur Walsh, sa voix délibérément décontractée alors qu'elle pressait doucement différentes zones de l'abdomen d'Aubrey. « Elle a moins faim quand elle est avec moi, » répondit Lydia. « Et elle se plaint de maux d'estomac plus fréquemment. » Le docteur Walsh hocha la tête, aidant Aubrey à s'asseoir. « Aubrey, ma chérie, je dois te poser quelques questions sur le moment où tu restes chez ton papa. Est-ce que ça va ?» Aubrey hocha la tête, ses doigts tortillant nerveusement l'oreille de son lapin en peluche. « Quel genre de nourriture manges-tu quand tu es avec ton papa ?»« Des céréales, » murmura Aubrey. « Et parfois on va au drive-in, et des crackers. »« Et où dors-tu quand tu es chez papa ?»« Sur le canapé lit. »« Mais parfois Jimmy dort là aussi. »« Qui est Jimmy ?» demanda le docteur Walsh. « Le fils de l'ami de papa. Il me garde quand papa doit travailler. » La voix d'Aubrey était à peine audible. « Il joue beaucoup aux jeux vidéo. » Le docteur Walsh maintint son doux sourire, mais Lydia pouvait voir l'inquiétude s'approfondir dans ses yeux. « Aubrey, voudrais-tu choisir un livre sur notre étagère spéciale pendant que je parle à ta maman un instant ?» Le docteur Walsh fit un geste vers la petite bibliothèque dans le coin. Madame Bennett vient d'en donner de nouveaux avec de belles images. Une fois Aubrey absorbé par un livre d'images colorées, le docteur Walsh conduisit Lydia dans le coin de la pièce. « Je suis préoccupée par plusieurs choses que je constate, » dit-elle doucement. La distension est significative, et il y a une certaine sensibilité qui suggère plus qu'un simple trouble digestif normal. Je veux faire des tests immédiatement, une prise de sang et des échantillons de sel pour commencer, et éventuellement une échographie. Vous pensez que c'est grave ? La voix de Lydia se bloqua dans sa gorge. Je ne veux pas spéculer pour l'instant, répondit le docteur Walsh avec précaution. Mais je veux écarter plusieurs possibilités. Aubrey a-t-elle mentionné autre chose sur les conditions chez son père ? Lydia secoua la tête. Elle n'en parle pas beaucoup. Je sais juste qu'elle rentre toujours épuisée et ne se sentant pas bien. Le docteur Walsh posa une main rassurante sur le bras de Lydia. Nous allons aller au fond des choses, je vous le promets. Alors qu'elle se préparait à quitter le cabinet avec les formulaires de demande pour les analyses de laboratoire, le docteur Walsh s'agenouilla devant Aubrey. « Tu as été très courageuse aujourd'hui, » dit-elle en tendant à Aubrey une sucette violette. « Et j'ai besoin que tu sois courageuse encore un peu plus longtemps pendant que nous comprenons ce qui te fait mal au ventre. Peux-tu faire ça pour moi ?» Aubrey hocha solennellement la tête, ses petits doigts se refermant sur la sucette. En se dirigeant vers la voiture, Lydia ne pouvait se défaire de l'image de l'expression préoccupée du docteur Walsh. Quoi qu'il arrivât à sa fille, c'était suffisamment grave pour inquiéter une pédiatre expérimentée, et le week-end avec Derek n'était plus qu'à 4 jours. Les jours qui suivirent le rendez-vous médical d'Aubrey passèrent dans un tourbillon de visites en laboratoire et de regards inquiets.
Lydia avait pris son après-midi du mardi pour emmener Aubrey faire les prises de sang, que la petite fille avait endurées avec des lèvres tremblantes, mais sans larmes. Maintenant, c'était jeudi soir, et Derek devait venir chercher Aubrey demain pour une autre visite de week-end. Lydia se tenait au comptoir de la cuisine, rangeant méthodiquement le sac de week-end d'Aubrey. Chaque article qu'elle y plaçait semblait être un petit acte de protection qu'elle envoyait avec sa fille, des vêtements propres, le shampoing préféré d'Aubrey à l'odeur de fraise, ses médicaments contre les allergies et des collations supplémentaires. « Maman, tu m'aimes. Floppy ?» demanda Aubrey depuis le seuil, sa voix petite et incertaine. Lydia leva les yeux pour voir sa fille serrant le lapin en peluche usé mais bien aimé. « Bien sûr, ma chérie. M. Floppy vient toujours avec toi. » « Je lui ai fait un bain supplémentaire, » dit Aubrey, tendant le jouet fraîchement lavé. « Il s'est vraiment sali chez papa la dernière fois. » Le cœur de Lydia se serra en prenant le lapin. « C'était très responsable de ta part. J'ajoute aussi des choses spéciales. » Elle montra à Aubrey les petits paquets de lingettes désinfectantes et la nouvelle bouteille d'eau qu'elle avait achetée. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Toujours se laver les mains avant de manger, et tu peux utiliser ces lingettes s'il n'y a pas de savon, d'accord? » Aubrey hocha solennellement la tête. « Et ne boire que dans ma bouteille spéciale. » Le téléphone sonna, interrompant leur conversation. C'était le cabinet du docteur Walsh. « Madame Matthews, le docteur Walsh souhaiterait vous parler des résultats préliminaires des tests d'Aubrey. » La gorge de Lydia se serra. « Oui, bien sûr. » La voix du docteur Walsh se fit entendre un instant plus tard. « Lydia, nous avons reçu certains résultats d'Aubrey. Les analyses de sang montrent qu'elle est anémique et présente des carences nutritionnelles préoccupantes. Les autres tests sont toujours en attente, mais j'ai programmé une échographie pour lundi matin. » « Une échographie ?» murmura Lydia, se détournant d'Aubrey, qui était maintenant assise à table en train de colorier. « Oui, je veux mieux voir ce qui cause la distension abdominale. » « Avez-vous remarqué d'autres symptômes? » « Elle est plus fatiguée, » répondit Lydia, gardant la voix basse. « Et elle s'est plainte à nouveau de maux d'estomac ce matin. » Il y eut un bref silence au bout du fil. « Lydia, je sais qu'Aubrey doit aller chez son père demain. Étant donné ce que nous voyons, je me sentirais plus à l'aise si elle restait dans un environnement cohérent jusqu'à ce que nous terminions notre évaluation. Vous pensez que je devrais annuler la visite? » Lydia regarda Aubrey de l'autre côté de la pièce, son petit visage plissé de concentration alors qu'elle coloriait soigneusement à l'intérieur des lignes. « Ce serait ma recommandation médicale. » « Oui. » Après avoir raccroché, Lydia prit une profonde inspiration. Appeler Derek à ce sujet n'allait pas être facile. Leur divorce avait été houleux, Derek l'accusant constamment d'essayer de lui retirer Aubrey. Toute suggestion d'annuler son droit de visite serait accueillie avec résistance. Elle avait raison. 20 minutes plus tard, la voix en colère de Derek lui remplissait l'oreille. « C'est ridicule, Lydia. Tu ne peux pas continuer à inventer des excuses pour interférer avec le temps que je passe avec ma fille. Ce n'est pas une excuse, Derek. Elle est vraiment malade. » Le docteur. « Oh, alors maintenant tu as le docteur de ton côté aussi. Pratique. Écoute, je viens la chercher demain à 17h comme prévu. Si tu essaies d'empêcher cela, mon avocat appellera le tien. » L'appel se termina brusquement, laissant Lydia debout dans la cuisine, le téléphone toujours pressé contre son oreille. « Papa est encore en colère ?» La petite voix d'Aubrey vint de derrière elle. Lydia se retourna pour trouver sa fille debout dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés d'inquiétude. Combien avait-elle entendu? « Papa a juste très envie de te voir demain, » dit Lydia avec précaution, s'agenouillant à la hauteur d'Aubrey. « Tu lui manques quand tu n'es pas là. »« Mais mon ventre me fait toujours mal, » murmura Aubrey. Lydia serra sa fille dans une douce étreinte. « Je sais, ma chérie. C'est pourquoi j'emballe toutes ces choses spéciales pour t'aider à te sentir mieux. » Elle tint Aubrey à bout de bras, la regardant dans les yeux. « Et tu te souviens de notre numéro de téléphone spécial, n'est-ce pas? Si tu as besoin de moi pour n'importe quelle raison, tu appelles ce numéro. » Aubrey hocha la tête, récitant le numéro qu'elles avaient répété tant de fois. Cette nuit-là, alors que Lydia bordait Aubrey, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'effroi qui s'installait dans son estomac.
Quelque chose n'allait vraiment pas avec sa fille, et demain elle devrait la renvoyer dans l'environnement même qui pourrait en être la cause. Tandis qu'Aubrey s'endormait, Lydia fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, elle irait au fond des choses. Le bien-être de sa fille en dépendait. Le vendredi après-midi arriva avec des nuages sombres s'amoncelant à l'horizon, reflétant l'humeur de Lydia alors qu'elle regardait l'horloge approcher des 17 heures. Elle avait passé sa pause déjeuner à appeler l'école d'Aubrey pour les informer de la situation, puis son avocat, qui regrettablement confirma qu'en l'absence d'une ordonnance du tribunal, elle ne pouvait légalement empêcher la visite prévue de Derek. « Maman, c'est l'heure ?» demanda Aubrey, assise sur le sol du salon, son sac de week-end à côté d'elle. Elle portait sa salopette préférée, celle avec des tournesols brodés sur la poche avant, mais la ceinture était visiblement plus serrée qu'un mois auparavant. « Presque, ma chérie, » répondit Lydia, forçant un sourire. « Tu te souviens de tout ce dont nous avons parlé ?» Aubrey hocha solennellement la tête. « Me laver les mains avant de manger. Utiliser ma bouteille d'eau spéciale. T'appeler si j'ai besoin de quoi que ce soit. » Le son d'un klaxon à l'extérieur les fit lever les yeux. Derek était en avance. « Il est là », murmura Aubrey, ses petits doigts atteignant automatiquement M. Floppy. Lydia prit une profonde inspiration et ramassa le sac d'Aubrey. « Allons-y, ma chérie. » Derek ne prit même pas la peine de sortir de la voiture, se contentant de baisser la vitre alors qu'elles approchaient. « Salut, princesse, prête pour notre super week-end ?» Lydia s'avança avant qu'Aubrey ne puisse répondre. « Derek, nous devons parler de la santé d'Aubrey. Le docteur Walsh est très préoccupé. » « Laisse tomber, Lydia. » Derek la coupa. « Tu as déjà essayé ça au téléphone. Aubrey a l'air bien pour moi. » « Elle a une échographie prévue lundi matin, » persista Lydia. « Elle est anémique et présente des carences nutritionnelles. Le médecin a spécifiquement recommandé. » « Je gère, d'accord ?» Le ton de Derek était dédaigneux. « Je suis son père. Je sais prendre soin de ma propre fille. » Lydia sentit sa frustration monter, mais elle savait que se disputer devant Aubrey ne ferait qu'aggraver les choses. Au lieu de cela, elle s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « N'oublie pas, ma chérie, je suis à un coup de fil. N'importe quand, jour et nuit. » Aubrey hocha la tête, ses yeux bleus écarquillés d'un mélange d'appréhension et de résignation qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais ressentir. Elle serra rapidement Lydia dans ses bras avant de monter sur la banquette arrière de la voiture de Derek. « À dimanche, princesse !» cria Derek en s'éloignant du trottoir, laissant Lydia seule sur le trottoir, un nœud d'inquiétude se resserrant dans sa poitrine. Le week-end s'étirait devant elle comme une étendue infinie. Lydia essaya de se distraire avec le travail et les tâches ménagères, mais ses pensées revenaient constamment à Aubrey. Elle avait essayé d'appeler 2 fois le samedi, mais Derek n'avait pas répondu. Le dimanche matin, son anxiété avait atteint son paroxysme. Quand le téléphone sonna enfin vers midi, Lydia se jeta dessus. « Madame Matthews, c'est le docteur Walsh. » Pas Derek, pas Aubrey. Le cœur de Lydia se serra. « Docteur Walsh, je ne m'attendais pas. Tout va bien ? » « J'ai reçu les résultats des tests restants d'Aubrey, » dit le docteur Walsh, sa voix habituellement chaleureuse portant maintenant une pointe d'urgence. « Je suis suffisamment préoccupé pour vouloir avancer l'échographie. Pouvez-vous amener Aubrey dès demain matin ?» La prise de Lydia sur le téléphone se resserra. Elle est avec son père jusqu'à ce soir. Qu'on montrait les tests ? Il y eut une brève pause. L'échantillon de sel a révélé des signes d'une infection parasitaire significative. Cela aide à expliquer la distension abdominale et bon nombre de ses symptômes. Parasite, Lydia répéta le mot, le trouvant étrange sur sa langue. Comment aurait-elle pu attraper des parasites ? Il y a plusieurs façons, expliqua le docteur Walsh avec précaution. Nourriture ou eau contaminée, mauvaises conditions sanitaires, exposition à un sol ou à des surfaces infectées. Il est essentiel que nous déterminions l'étendue de l'infection avec l'échographie. Après avoir assuré au docteur Walsh qu'elle amènerait Aubrey à 7h30 le lendemain matin, Lydia raccrocha et s'effondra sur le canapé, l'esprit s'emballant. Parasite. Le mot évoquait des images de conditions insalubres, de négligence, d'environnements auxquels aucun enfant ne devrait être exposé. Les heures précédant le retour de Derek avec Aubrey s'étirèrent. Quand ils arrivèrent enfin à 18h, Lydia attendait sur le porche.
Son cœur se serra en voyant Aubrey. En seulement 2 jours, sa fille semblait encore plus épuisée, son visage pâle et tiré. Elle a été un peu silencieuse aujourd'hui, remarqua Derek avec désinvolture alors qu'Aubrey sortait de la voiture. Probablement juste fatiguée de tout le plaisir que nous avons eu. Avant que Lydia ne puisse répondre, Aubrey trébucha légèrement sur le chemin. Lydia s'élança, attrapant le bras de sa fille pour la stabiliser. « Je vais bien, maman », murmura Aubrey, mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Merci pour ce super week-end, princesse », cria Derek depuis la voiture. « À dans 2 semaines. » Alors que la voiture disparaissait dans la rue, Lydia guida Aubrey à l'intérieur, remarquant à quel point la petite fille s'appuyait lourdement contre elle. « As-tu faim, ma chérie ? J'ai fait ta soupe préférée. » Aubrey secoua la tête. « Je suis vraiment fatigué, maman. Est-ce que je peux juste aller me coucher ?» À table, Aubrey se contenta de pousser la soupe dans son bol avant que ses paupières ne commencent à s'affaisser. Lydia observait sa fille, la colère et l'inquiétude se disputant en elle. Quoi qu'il arrive chez Derek rendait Aubrey malade, vraiment, gravement malade. Demain, l'échographie révélerait à quel point les choses étaient réellement graves. Et ensuite, Lydia se promit qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour protéger sa fille. La salle d'attente du centre d'imagerie pédiatrique était décorée de joyeuses fresques sous-marines, mais Lydia les remarqua à peine. À côté d'elle, Aubrey était assise tranquillement, portant toujours son pyjama sous son manteau, car Lydia n'avait pas voulu perdre un instant pour l'amener au rendez-vous matinal. Aubrey Matthews. Une technicienne en tenue colorée apparut à la porte, un presse-papier à la main, et Lydia se leva, guidant doucement Aubrey. La technicienne les conduisit dans un couloir vers une pièce faiblement éclairée dominée par un appareil d'échographie. « Le docteur Walsh nous rejoindra sous peu », expliqua la technicienne en aidant Aubrey à s'installer sur la table d'examen. « En attendant, je vais tout préparer. Aubrey, je vais te mettre un gel spécial sur le ventre. Cela pourrait être un peu froid. D'accord ?» Aubrey hocha la tête, les yeux écarquillés alors qu'elle observait chaque mouvement de la technicienne. Lorsque le docteur Walsh entra quelques minutes plus tard, Lydia ressentit une vague de soulagement. La présence du médecin était rassurante, mais le fait qu'elle soit venue superviser l'échographie personnellement ne fit que confirmer la gravité de la situation. « Bonjour, Aubrey », dit chaleureusement le docteur Walsh. « Merci d'être si courageuse et d'être venue si tôt. Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Fatigué », murmura Aubrey. « Et mon ventre me fait plus mal. » Le docteur Walsh hocha la tête avec sympathie en prenant la sonde d'échographie à la technicienne. « Je vais jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe à l'intérieur. »« D'accord ? Tu n'as qu'à rester immobile et à regarder l'écran si tu veux. C'est comme une télévision spéciale qui nous montre l'intérieur de ton corps. » Alors que le docteur Walsh pressait la sonde contre l'abdomen distendu d'Aubrey, Lydia observait attentivement le visage du médecin. Elle vit le moment où l'expression professionnelle du docteur Walsh vacilla légèrement. Un resserrement autour des yeux, un léger serrement de sa mâchoire. Le moniteur affichait des images floues en noir et blanc qui ne signifiaient pas grand-chose pour Lydia, mais qui racontaient clairement une histoire au docteur Walsh. Le médecin déplaçait la sonde méthodiquement, figeant occasionnellement l'image pour prendre des mesures ou examiner de plus près. « Que voyez-vous » demanda Lydia doucement. Le docteur Walsh jeta un coup d'œil à Aubrey, qui regardait l'écran avec fascination, avant de répondre d'un ton mesuré. « Il y a une inflammation significative et des preuves de l'infection que nous soupçonnions, plus étendues que ce que j'espérais. » Après avoir terminé l'échographie, le docteur Walsh tendit à Aubrey un petit dauphin en peluche d'un panier près de la machine. « Tu as été formidable, Aubrey. Voudrais-tu aller avec mademoiselle Rivera choisir un autocollant pendant que je parle à ta maman un instant ?» Une fois Aubrey parti avec la technicienne, l'attitude professionnelle du docteur Walsh laissa place à une véritable inquiétude. « Lydia, la situation est grave. L'infection parasitaire s'est propagée dans tout son tube intestinal. Les images ont montré une inflammation substantielle et ce qui semble être de multiples colonies d'organismes. Nous devons commencer le traitement immédiatement. » Lydia sentit le sang quitter son visage. Comment un enfant contracte-t-il une infection aussi grave ? Généralement par exposition à des environnements fortement contaminés, répondit le docteur Walsh avec précaution. Mauvaises conditions sanitaires, eau insalubre, contact avec des surfaces ou des sols infectés.
Aubrey a-t-elle mentionné quoi que ce soit sur les conditions de la maison de son père? Lydia secoua la tête. Elle n'en parle pas beaucoup. J'ai essayé de lui demander, mais elle reste silencieuse. Au retour d'Aubrey, affichant fièrement un autocollant étoile pailleté sur sa main, le docteur Walsh suggéra qu'elles se rendent toutes à son bureau pour discuter des prochaines étapes. Elle tendit à Aubrey un livre de coloriage et des crayons, la plaçant à une petite table dans le coin pendant qu'elle et Lydia parlaient à voix basse. Je lui prescris un traitement antiparasitaire, expliqua le docteur Walsh. Nous devrons la surveiller de près pendant les prochaines semaines. Et Lydia, je recommande fortement qu'elle ne retourne pas dans un environnement qui aurait pu causer cela tant que nous n'avons pas déterminé la source. Sur le chemin du retour, avec Aubrey somnolent sur la banquette arrière, l'esprit de Lydia tourbillonnait de questions et de préoccupations. Elle devait comprendre exactement ce qu'Aubrey vivait chez Derek. Ce soir-là, après qu'Aubrey ait pris sa première dose de médicaments, Lydia s'assit à côté d'elle sur le lit pour leur moment d'histoire du soir. Au lieu d'ouvrir un livre, elle prit doucement la main d'Aubrey. « Ma chérie, pouvons-nous parler un peu de tes week-ends avec papa? J'ai besoin de mieux comprendre ce qui s'y passe. » Aubrey baissa les yeux, ses doigts tripotant le bord de sa couverture. « Ça va. Tu n'es pas en difficulté, l'assura Lydia. Je veux juste t'aider à te sentir mieux. Jimmy n'aime pas faire la cuisine, murmura finalement Aubrey. Et la cuisine est vraiment sale. Et quand papa est à la maison? Est-ce qu'il cuisine pour toi? Les yeux bleus d'Aubrey rencontrèrent ceux de Lydia, remplis d'une tristesse qui lui brisa le cœur. Nakasa papé, dit-elle, utilisant l'expression portugaise que la mère brésilienne de Lydia lui avait apprise, ce qui signifiait, chez papa, il n'y a pas de vrai dîner. La simple déclaration frappa Lydia comme un coup physique. Alors qu'elle bordait Aubrey, elle remarqua quelque chose de petit et de sombre sur l'oreille de M. Floppy. En regardant de plus près, elle réalisa que c'était un insecte, le même qu'elle avait trouvé dans le sac à dos d'Aubrey. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, et le tableau qu'elle formait était profondément troublant. Mardi matin, une clarté que Lydia n'avait pas ressentie depuis des semaines se fit jour. Après avoir découvert l'insecte sur M. Floppy, elle avait passé la moitié de la nuit à rechercher les infections parasitaires et leurs causes, et l'autre moitié à passer des appels téléphoniques, d'abord à son avocate, puis à l'intermédiaire familial nommé par le tribunal qui avait géré leurs arrangements de garde. Madame Matthews, le docteur Walsh est en ligne 1 pour vous, annonça son assistante, passant la tête par la porte du bureau de Lydia où elle essayait de se concentrer sur son travail. Lydia, commença le docteur Walsh sans préambule. J'ai de nouveau examiné les résultats des tests d'Aubrey, et je dois vous voir toutes les deux dans mon cabinet aujourd'hui. À quelle heure pouvez-vous venir? L'urgence dans la voix du médecin glaça Lydia. Je peux aller chercher Aubrey à l'école maintenant. Nous serons là dans 31 minutes. Le cabinet du docteur Walsh semblait plus petit, en quelque sorte, plus sérieux sans la chaleur habituelle de leurs examens réguliers. Aubrey était assise sur les genoux de Lydia, inhabituellement collante depuis le début de son traitement. « Merci d'être venue si vite », dit le docteur Walsh, fermant la porte derrière elle. « Aubrey, voudrais-tu jouer avec le kit médical spécial pendant que je parle à ta maman ?» Elle installa un kit de docteur à taille d'enfant sur une petite table dans le coin du bureau. Une fois Aubrey absorbé à prendre la température d'un ours en peluche, le docteur Walsh se tourna vers Lydia, son expression grave. « J'ai consulté un spécialiste pour le cas d'Aubrey, commença-t-elle, gardant sa voix basse. L'infection est plus grave que je ne le pensais initialement. L'échographie a révélé une atteinte étendue. Le docteur Walsh tourna son écran d'ordinateur pour que Lydia puisse voir. L'écran affichait les images en noir et blanc de l'échographie d'hier. C'est ce que nous nous attendrions à voir chez une enfant de 6 ans en bonne santé, expliqua-t-elle, désignant une image de référence. Puis elle passa au scan d'Aubrey. Le moniteur s'illumina en nuances de noir et blanc. Le docteur Walsh fronça profondément les sourcils. Les images tremblaient comme des ombres vivantes, des structures ondulantes qui ne devraient pas être là. Des parasites. Beaucoup d'entre eux en mouvement. « Oh mon Dieu !» murmura Lydia, sa main volant à sa bouche. Le type de parasite que nous observons, poursuivit le docteur Walsh avec précaution, provient généralement d'une exposition à des conditions très insalubres, à de l'eau contaminée, à des aliments préparés dans des environnements sales, ou à un contact direct avec des surfaces ou des sols infectés. Ce n'est pas quelque chose qui se développe à partir d'une seule exposition.
Ce niveau d'infection suggère un contact répété et continu avec des conditions insalubres. Lydia jeta un coup d'œil à Aubrey, toujours innocemment en train de jouer au docteur dans le coin. Qu'est-ce que cela signifie pour sa santé? Nous lui avons administré le médicament approprié, mais je suis préoccupé par d'éventuelles complications si l'environnement causant cela n'est pas pris en charge. Le docteur Walsh se pencha, baissant encore plus la voix. Lydia, en tant que personne tenue de signaler, je suis obligé d'informer les services de protection de l'enfance lorsque je constate des preuves de conditions qui présentent un risque important pour la santé d'un enfant. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles. Vous signalez Derek? Demanda Lydia, le cœur battant. Je signale les résultats médicaux, clarifia le docteur Walsh. Les services de protection de l'enfance détermineront si une enquête plus approfondie est justifiée. Mais étant donné la gravité de l'état d'Aubrey, je pense que c'est nécessaire. Comme si elle attendait un signe, un léger coup frappa à la porte. Une femme aux yeux doux et au blazer pratique entra, se présentant comme Madame Patel des services de protection de l'enfance. Le docteur Walsh a contacté notre bureau avec des préoccupations concernant la situation sanitaire d'Aubrey, expliqua Madame Patel. J'aimerais vous parler à toutes les deux si cela vous convient. L'heure suivante passa dans un tourbillon de questions, d'explications et de documentation minutieuse. Madame Patel parla doucement avec Aubrey, l'interrogeant sur la maison de son papa, ses week-ends et ce qu'elle mangeait. À chaque réponse simple et innocente, le tableau devenait plus clair et plus troublant. Parfois il n'y a pas d'eau pour se laver les mains, expliqua Aubrey d'un ton neutre. Et Jimmy dit que la salle de bain est trop dégoûtante pour l'utiliser, alors nous devons aller à la station-service si nous avons vraiment besoin d'y aller. Madame Patel garda son attitude professionnelle, mais Lydia surprit l'échange subtil de regards entre elle et le docteur Walsh. Aubrey, tu as été si utile, dit chaleureusement Madame Patel. Voudrais-tu dessiner la maison de ton papa pour moi? Pendant qu'Aubrey dessinait à la petite table, Madame Patel se tourna vers Lydia. D'après ce que j'entends et les preuves médicales, nous devrons effectuer une évaluation du domicile de M. Matthews. En attendant, compte tenu des préoccupations du médecin concernant la santé d'Aubrey, je vais recommander la suspension temporaire du droit de visite jusqu'à ce que nous ayons terminé notre enquête. Le soulagement inonda Lydia, immédiatement suivi par l'anxiété. Derek n'acceptera pas cela facilement. Il m'a déjà accusé d'essayer d'interférer avec le temps qu'il passe avec Aubrey. Il ne s'agit pas de litige de garde, dit fermement Madame Patel. Il s'agit de la santé et de la sécurité d'un enfant. Le tribunal agit généralement rapidement lorsqu'il est saisi de preuves médicales comme celle-ci. Alors qu'elle se préparait à partir, le docteur Walsh posa une main rassurante sur l'épaule de Lydia. Vous faites ce qu'il faut en défendant votre fille. Nous la sortirons de là. Aubrey leva les yeux de son dessin, semblant percevoir la gravité de la conversation des adultes. Est-ce que je vais chez papa ce week-end? Demanda-t-elle, sa petite voix tremblante. Avant que Lydia ne puisse répondre, Madame Patel s'agenouilla à la hauteur d'Aubrey. Pas ce week-end, ma chérie. Pour l'instant, le plus important est d'aider ton ventre à aller mieux. Dans la voiture sur le chemin du retour, Aubrey était assise tranquillement dans son siège d'appoint, regardant par la fenêtre. Papa a des problèmes? Demanda-t-elle finalement. Lydia choisit ses mots avec soin. Des adultes vont aider papa à rendre sa maison plus sûre et plus propre. D'ici là, tu resteras avec moi pour que tu puisses aller mieux. Papa sera fâché contre moi. La question brisa le cœur de Lydia. Non, ma chérie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Pas du tout. Alors qu'elle s'engageait dans leur allée, le téléphone de Lydia sonna. C'était son avocate. Lydia, nous avons une audience d'urgence prévue pour demain matin concernant la recommandation des services de protection de l'enfance. Et Derek a déjà été notifié. Le palais de justice du comté se dressait imposant sur le ciel matinal, sa façade de briques patinée par des décennies de drames humains déroulés entre ses murs. Lydia serrait son porte-documents en cuir contenant les dossiers médicaux d'Aubrey tandis qu'elle montait les marches en pierre, son avocate, Maître Winters, à ses côtés. N'oubliez pas, conseilla doucement Maître Winters. Il s'agit d'une audience préliminaire. Le juge n'a besoin que de déterminer s'il y a une cause suffisante pour modifier temporairement l'arrangement de garde pendant que les services de protection de l'enfance complètent leur enquête. Lydia hocha la tête, la gorge serrée. Elle avait laissé Aubrey chez sa voisine, Madame Bennett,
une infirmière à la retraite, qui avait immédiatement proposé son aide lorsque Lydia lui avait expliqué la situation. La pensée de faire face à Derek au tribunal lui nouait l'estomac d'anxiété. Elles trouvèrent la salle d'audience désignée et prirent place. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Derek entra avec son avocat. Lydia le reconnut à peine. Disparu, sa confiance décontractée habituelle. Au lieu de cela, il semblait négligé, avec des cernes sous les yeux et ses cheveux normalement coiffés en désordre. Leurs regards se croisèrent brièvement à travers la pièce avant qu'il ne détourne rapidement les yeux. « Tout le monde debout », annonça l'huissier alors que le juge Harmon entrait. Une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux vifs, elle avait la réputation d'une efficacité sans fioriture dans les affaires de droit de la famille. La procédure commença avec la représentante des services de protection de l'enfance, Madame Patel, présentant leurs conclusions et recommandations. Elle décrivit les preuves médicales de l'infection parasitaire d'Aubrey, expliqua les conditions environnementales qui causent généralement de telles infections, et détailla les entretiens préliminaires avec Aubrey et Lydia. Sur la base de notre évaluation initiale, conclut Madame Patel, nous recommandons la suspension temporaire des droits de visite de M. Matthews jusqu'à ce qu'une enquête complète au domicile puisse être effectuée et que toute remédiation nécessaire soit entreprise. La juge Harmon hocha la tête, puis se tourna vers l'avocat de Derek. Maître, votre réponse. L'avocat de Derek, un jeune homme en costume coûteux et à l'énergie nerveuse, se leva. Votre honneur, mon client reconnaît qu'il peut y avoir quelques problèmes d'entretien de sa résidence. Cependant, il nie avec véhémence que les conditions y aient pu causer la situation médicale de sa fille. M. Matthews aime profondément sa fille et ne l'exposerait jamais sciemment à des conditions dangereuses. Monsieur Matthews, la juge Harmon s'adressa directement à Derek. Souhaitez-vous parler en votre nom? Derek se leva, ses mains tremblant légèrement. Oui, votre honneur. Merci. Il s'éclaircit la gorge. J'aime ma fille plus que tout. Je ne lui ferai jamais de mal. Sa voix se brisa, surprenant Lydia. Elle l'avait rarement vu montrer une émotion sincère pendant leur mariage. Après le divorce, j'ai perdu mon emploi au cabinet, continua Derek. L'économie était mauvaise, et les assistants juridiques ont été les premiers à partir. J'ai bricolé des petits boulots à temps partiel, essayant de joindre les deux bouts. Mon appartement n'est pas dans le meilleur des immeubles, je l'admets, mais j'économise pour un meilleur endroit. L'expression du juge Harmon resta neutre. Et la situation de la supervision. Madame Patel a mentionné quelqu'un nommé Jimmy qui était en charge de votre fille. Derek se déplaça inconfortablement. Jimmy est le fils de mon voisin. Il a 18 ans. Quand je prenais des quarts de week-end au dépanneur, j'avais besoin de quelqu'un pour garder Aubrey. Aucune garderie n'est ouverte la nuit, et je ne pouvais pas me permettre une babysitter régulière. Jimmy a proposé d'aider pour moins que le salaire minimum. Et les conditions décrites par votre fille, la salle de bain insalubre, le manque de nourriture adéquate et les installations de lavage des mains insuffisantes. Les épaules de Derek s'affaissèrent. Le propriétaire n'a pas réparé la plomberie correctement. Parfois, l'eau coule marron, alors nous évitons de l'utiliser. Et oui, parfois la salle de bain refoule, c'est mauvais, mais je me suis plaint pendant des mois sans réponse. Sa voix devint défensive. J'ai postulé à des programmes d'aide, mais il y a des listes d'attente partout. Les refuges ne prennent pas les pères célibataires avec des filles de l'âge d'Aubrey. 2 voisins qui m'aidaient à la garder ont déménagé. Pour la première fois, Lydia vit au-delà de sa colère la situation désespérée à laquelle Derek était confronté. Cela n'excusait pas de mettre Aubrey en danger, mais cela peignait un tableau plus complexe qu'une simple négligence. Votre honneur, continua Derek, sa voix se raffermissant. Je reconnais que ma situation de vie n'est pas idéale pour Aubrey en ce moment, mais s'il vous plaît, ne me coupez pas entièrement de sa vie. Elle est tout ce qui me reste. La juge Harmon y réfléchit un instant, puis se tourna vers l'avocate de Lydia. Madame Winters, votre cliente souhaite-t-elle répondre? Maître Winters regarda Lydia, qui hocha la tête et se leva. Votre honneur, je n'essaie pas de punir Derek ou de priver Aubrey de lui de façon permanente, dit Lydia avec précaution. Mais ma fille est gravement malade. À cause des conditions auxquelles elle a été exposée, le médecin a les scans et les résultats des tests ici même, dit-elle en désignant le porte-document. Quelles que soient les intentions de Derek, la réalité est que la santé d'Aubrey a été compromise.
Elle a besoin de stabilité et d'un environnement propre pour se rétablir. La juge Harmon hocha la tête pensivement. J'apprécie les réponses mesurées des deux parents. La principale préoccupation de ce tribunal est toujours le bien-être de l'enfant. Elle se tourna vers Derek. Monsieur Matthews, bien que je sympathise avec vos difficultés financières, la santé et la sécurité d'un enfant doivent prévaloir. Le visage de Derek s'effondra alors que la juge continuait. J'ordonne donc une suspension temporaire des droits de visite avec nuitée en attendant l'achèvement de l'enquête au domicile des services de protection de l'enfance et toute remédiation requise. En attendant, Monsieur Matthews pourra avoir un droit de visite supervisé 2 fois par semaine au centre de ressources familiales. Alors qu'il sortait de la salle d'audience, Lydia se retrouva face à face avec Derek dans le couloir. « Tu as toujours été le parent parfait, n'est-ce pas ?» dit-il amèrement. « Jamais de difficultés, jamais d'échec. »« Il ne s'agit pas d'être parfait, Derek, » répondit Lydia doucement. « Il s'agit d'Aubrey qui est malade, vraiment malade, à cause des conditions chez toi. » Quelque chose changea dans l'expression de Derek. « À quel point est-ce grave ?» demanda-t-il, sa voix soudainement petite. « Son infection, je veux dire. »« Assez grave pour que le docteur Walsh fasse appel à des spécialistes, » répondit honnêtement Lydia. « Elle prend des médicaments puissants et doit être étroitement surveillée. » Derek passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Tu dois le croire. C'est juste que tout s'est effondré si vite après le divorce. J'essayais de garder la tête hors de l'eau. » Un bref instant, Lydia aperçut l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Imparfait mais non malveillant. En difficulté d'une manière qu'elle n'avait pas pleinement comprise. Aubrey a toujours besoin de son père, dit-elle finalement. Mais elle a besoin d'un père qui puisse lui offrir un environnement sûr. Alors que Derek hochait la tête et se détournait, Lydia réalisa que la voie à suivre serait plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de protéger Aubrey de Derek, il s'agissait d'aider les deux à trouver une manière plus saine d'être père et fille. La salle de thérapie pour enfants de Westside Family Service était peinte dans des tons doux de bleu et de vert, avec des nuages pochoirs au plafond et une table et des chaises miniatures au centre. Des jouets garnissaient les étagères, poupées, blocs, fournitures d'art, et une maison de poupées qui attira immédiatement l'attention d'Aubrey. « Vas-y », encouragea le docteur Meera Patel, la psychologue pour enfants que le docteur Walsh avait recommandée. « Tu peux jouer avec tout ce que tu veux pendant que nous parlons. » Aubrey s'approcha de la maison de poupées avec hésitation, jetant un coup d'œil à Lydia, qui était assise sur une chaise près de la porte. « C'est bon, ma chérie. » Lydia hocha la tête d'un air encourageant. « Je serai juste là. » Le docteur Patel était une femme chaleureuse aux yeux doux derrière d'élégantes lunettes rouges. Elle s'assit en tailleur sur le sol près d'Aubrey, maintenant une distance respectueuse pendant que la petite fille explorait la maison de poupées. « Cette maison a une maman, un papa et une petite fille, » observa Aubrey, ramassant les figurines en bois. « Comme ta famille, » fit remarquer doucement le docteur Patel. « Où mettrais-tu chaque personne dans la maison ?» Lydia observa Aubrey placer soigneusement la figurine de la mère dans la cuisine, la figurine de l'enfant dans une chambre, et hésiter avec la figurine du père. « Où doit être le papa ?» demanda le docteur Patel. Aubrey réfléchit longuement. « Dehors, décida-t-elle finalement, le plaçant près de la porte d'entrée. Il vient rendre visite. » Au cours des 45 minutes suivantes, le docteur Patel guida Aubrey à travers des scénarios de jeu qui révélèrent progressivement sa compréhension de la séparation de ses parents, de la situation de vie de son père et de sa propre maladie. Lydia s'émerveilla de la façon dont la psychologue parvenait habilement à extraire des informations sans jamais qu'Aubrey ne se sente interrogé. « Aubrey, j'ai remarqué que la petite fille ne mange pas chez le papa dans ton jeu. Peux-tu me raconter cela ?» demanda le docteur Patel alors qu'Aubrey déplaçait les figurines dans un scénario de repas. « La maison du papa n'a pas de bonne nourriture, » expliqua Aubrey d'un ton neutre. « Et la table est collante. » Et comment la petite fille se sent-elle à ce sujet ? Les petits doigts d'Aubrey tordirent la figurine de l'enfant avec anxiété. Faim, et peur des insectes. Lydia sentit son cœur se serrer. Même en sachant ce qu'elle savait maintenant de l'appartement de Derek, entendre Aubrey exprimer ses expériences si innocemment était douloureux. Lorsque la séance se termina, le docteur Patel demanda à Aubrey si elle pouvait avoir quelques minutes seule avec sa mère. Aubrey hocha la tête et s'installa à un poste de coloriage visible à travers la fenêtre du bureau.
Madame Matthews, commença le docteur Patel une fois qu'elles furent seules. Aubrey fait preuve d'une résilience remarquable, mais elle a clairement été affectée à la fois par la maladie physique et par le stress émotionnel de la situation. Que puis-je faire pour l'aider? Demanda Lydia, observant sa fille à travers la fenêtre. Continuez la stabilité que vous lui apportez. Les enfants s'épanouissent avec la routine et la prévisibilité, surtout lorsqu'ils ont vécu des environnements imprévisibles ou dangereux. L'expression du docteur Patel devint pensive. Je veux aussi aborder quelque chose d'important. Aubrey se sent responsable de la situation de son père. Responsable? Mais elle n'a que 6 ans. Les enfants internalisent souvent les problèmes des adultes, surtout lors de perturbations familiales. Elle a fait plusieurs commentaires suggérant qu'elle pensait avoir fait quelque chose de mal qui a poussé son père à vivre dans une mauvaise maison, et que le fait qu'elle tombe malade pourrait lui causer des problèmes. Lydia ressentit une vague de culpabilité l'envahir. J'étais tellement concentré sur sa santé physique que je n'avais pas réalisé. Le docteur Patel offrit un sourire rassurant. C'est tout à fait normal. Vous faites tout ce qu'il faut en lui apportant l'aide dont elle a besoin, tant médicale qu'émotionnelle. À l'avenir, il sera important de souligner que rien de tout cela n'est de sa faute, et que ses 2 parents l'aiment, quel que soit l'endroit où ils vivent ou la fréquence à laquelle ils la voient. Sur le chemin du retour, Aubrey était plus silencieuse que d'habitude, fixant le paysage qui défilait par la fenêtre. « As-tu aimé le docteur Patel » demanda Lydia. Aubrey hocha la tête. Elle a une jolie maison de poupée. Elle a dit que tu avais très bien fait aujourd'hui. Quelques instants de silence passèrent avant qu'Aubrey ne parle à nouveau. Maman, est-ce que papa a des problèmes parce que je suis tombée malade? La question surprit Lydia malgré l'avertissement du docteur Patel. Elle choisit ses mots avec soin. Non, ma chérie. Papa n'a pas de problème. Les adultes s'assurent juste que sa maison est sûre et propre avant que tu ne lui rendes visite à nouveau. Mais il avait l'air triste lors de la visite d'hier. Lydia repensa à leur première visite supervisée au centre familial. Derek était arrivé avec un nouveau livre pour Aubrey et une nervosité évidente. Il avait fait de son mieux pour rendre ces 2 heures spéciales, apportant des collations saines et s'engageant pleinement dans le jeu d'Aubrey. C'était un côté de lui que Lydia n'avait pas vu depuis des années. « Papa est triste de ne pas te garder », expliqua Lydia. « Mais il comprend que pour l'instant, tu as besoin d'être là où les médecins peuvent t'aider à aller mieux. » Elles s'engagèrent dans l'allée de leur petit bungalow où Madame Bennett attendait sur le porche avec un plat couvert. « J'ai pensé que vous aimeriez toutes les 2 un peu de soupe au poulet maison », cria la vieille dame alors qu'elles approchaient. « C'est bon pour guérir de l'intérieur et de l'extérieur. » Le visage d'Aubrey s'éclaircit à la vue de Madame Bennett, qui était rapidement devenue une favorite par sa douceur et sa patience infinie. Plus tard ce soir-là, alors que Lydia aidait Aubrey à prendre ses médicaments, la petite fille leva les yeux, les larmes aux yeux. « Je promets que je mangerai bien. Ne me renvoie plus là-bas, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Les mots frappèrent Lydia comme un coup physique. « Oh, ma chérie !» Elle serra Aubrey dans ses bras, veillant à ne pas la serrer trop fort compte tenu de son abdomen encore sensible. « Tu n'as rien fait de mal, et personne ne t'envoie quelque part où tu ne te sens pas en sécurité. »« Mais je veux voir papa, » dit Aubrey, sa voix étouffée contre l'épaule de Lydia. « Et tu le verras. Papa travaille à améliorer sa maison. En attendant, tu le verras au lieu de visite spéciale comme hier. » Alors qu'elle bordait Aubrey, Lydia remarqua M. Floppy, fraîchement lavé et réparé là où son oreille s'était décousue, serré fermement dans les bras de sa fille. « Quand reverrai-je papa » demanda Aubrey d'une voix endormie. « Après-demain, promit Lydia, et il est très excité de te voir. » En voyant sa fille s'endormir, Lydia réfléchit aux complexités de leur situation. Le processus de guérison commençait, non seulement pour les maux physiques d'Aubrey, mais aussi pour les blessures émotionnelles qui avaient été infligées involontairement par les 2 parents pendant leur difficile transition. Le chemin à parcourir ne serait pas simple, mais pour la première fois depuis des semaines, Lydia entrevit une lueur d'espoir qu'ils pourraient tous trouver leur chemin vers un endroit plus sain. Le doux carillon de la sonnette tira Lydia de son sommeil, assise à la table de la cuisine, entourée de factures médicales et de formulaires d'assurance. Elle avait veillé tard toutes les nuits de cette semaine pour essayer de naviguer dans le labyrinthe de la paperasse des soins de santé tout en maintenant un semblant de normalité pour Aubrey. Ouvrant la porte, elle trouva Madame Bennett debout sur le porche avec un panier en osier dans les bras. « Vous avez l'air épuisée, ma chère, »
dit Madame Bennet, ses yeux observateurs scrutant l'apparence froissée de Lydia. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de ça. Le panier contenait plusieurs plats faits maison dans des récipients soigneusement étiquetés, une courte pointe faite à la main et une petite enveloppe. Madame Bennet, c'est trop, protesta Lydia, bien qu'elle ressente une vague de gratitude l'envahir. Allons donc, répondit la vieille femme en entrant. Quand mon Albert était malade il y a des années, ce sont les voisins qui nous apportaient de la nourriture qui m'ont permis de tenir le coup. Et cette courte pointe, elle désigna la création colorée en patchwork, a été faite par notre cercle de couturières du quartier. Chacune a contribué un carré. Lydia déplia la courte pointe, remarquant les noms brodés dans chaque patch. Des gens qu'elle ne connaissait que de vue avaient contribué, la bibliothécaire qui aidait Aubrey à trouver des livres, la pharmacienne qui avait accéléré la prescription d'Aubrey, même l'infirmière scolaire. Je ne savais pas que tant de gens connaissaient notre situation, dit Lydia, passant ses doigts sur la broderie. La nouvelle se répand dans une communauté, expliqua Madame Bennet, s'installant sur une chaise de cuisine. Surtout lorsqu'un enfant est impliqué, les gens veulent aider. L'enveloppe contenait des cartes cadeaux pour l'épicerie et un mot manuscrit de l'enseignante d'Aubrey proposant de fournir des devoirs à la maison pendant son absence de l'école. Je ne sais pas quoi dire, murmura Lydia, les larmes aux yeux. Madame Bennet lui tapota la main. Tu n'as rien à dire. Accepte simplement l'aide. Elle jeta un coup d'œil autour de la cuisine, notant la pile de papier. Maintenant, raconte-moi ces formulaires qui te donnent l'air si affolé. Autour de tasses de thé, Lydia expliqua la situation compliquée de l'assurance. Les traitements spécialisés pour l'infection parasitaire d'Aubrey n'étaient pas entièrement couverts, et les factures qui s'accumulaient la tenaient éveillée la nuit. Quand mes enfants étaient petits, dit pensivement Madame Bennet, j'ai dû les protéger de leur père aussi. Lydia leva les yeux, surprise. Madame Bennet avait toujours semblé l'image même de la vie de famille traditionnelle avec ses histoires d'Albert et de leurs 50 ans de mariage. Albert était mon deuxième mari, expliqua Madame Bennet, voyant la confusion de Lydia. Mon premier mariage, eh bien, disons simplement qu'il n'était pas apte à élever des enfants. Seuls ceux qui ont vécu cela comprennent vraiment ce que c'est que de se battre pour le bien-être de son enfant contre quelqu'un qui devrait être votre partenaire pour le protéger. Comment avez-vous fait ? Demanda Lydia. Pas seul, c'est certain. J'ai appris à accepter l'aide, tout comme vous le faites maintenant. Les yeux de Madame Bennet prirent un air lointain. Et j'ai appris que parfois, le plus difficile n'est pas de gérer l'ex-mari, c'est de gérer sa propre culpabilité de ne pas avoir vu le problème plus tôt. Les mots frappèrent juste avec une précision étonnante. Lydia luttait contre ce même sentiment, se demandant si elle aurait dû remarquer les signes plus tôt, interroger Aubrey plus en profondeur sur ses week-ends avec Derek, ou se battre plus fort contre l'arrangement de garde initial. Tu ne peux pas changer le passé, continua doucement Madame Bennet. Mais tu peux construire un meilleur futur pour Aubrey et pour toi-même. Plus tard cet après-midi-là, Lydia emmena Aubrey à sa première réunion de groupe de soutien au centre de ressources familiales. Pendant qu'Aubrey rejoignait le groupe d'activités pour enfants, Lydia se retrouva au sein d'un cercle de parents confrontés à des défis similaires, conflits de garde, enfants ayant des problèmes de santé, et la danse complexe de la coparentalité après une séparation. Je m'appelle Janelle, se présenta une femme aux cheveux bouclés et aux yeux doux. Mon fils a de graves allergies que son père ne prenait pas au sérieux. Nous naviguons des visites supervisées depuis 6 mois maintenant. Miguel, dit un homme d'une trentaine d'années, l'air fatigué. Le nouveau petit ami de mon ex-femme a créé un environnement dangereux pour mes filles. Nous travaillons à reconstruire la confiance. Autour du cercle, les parents partagèrent leurs histoires. Certaines pires que la situation de Lydia, d'autres meilleures, mais toutes unies par leur détermination à protéger leurs enfants tout en maintenant les liens familiaux chaque fois que possible. L'animateur du groupe, un thérapeute familial nommé Marcus, guida la conversation avec une douce expertise. L'objectif n'est pas d'éliminer l'autre parent, expliqua-t-il. C'est de créer l'environnement le plus sûr et le plus sain pour votre enfant tout en reconnaissant que dans la plupart des cas, les enfants bénéficient des relations avec les deux parents lorsque ces relations sont positives et sûres. Alors que Lydia racontait l'histoire d'Aubrey, elle sentit un poids se lever. Personne ne la jugea pour les émotions complexes qu'elle ressentait envers Derek, la colère à propos de la maladie d'Aubrey mêlée à de la sympathie pour ses difficultés, le désir de protéger sa fille en conflit avec la reconnaissance de l'amour d'Aubrey pour son père. Le plus difficile, admit-elle, c'est de voir à quel point Aubrey veut encore lui faire plaisir même après tout cela.
Hier, elle m'a demandé quand elle pourrait retourner aider à nettoyer la maison de papa pour pouvoir lui rendre visite à nouveau. Des hochements de tête compréhensifs parcoururent le groupe. Les enfants sont remarquablement résilients et indulgents, observa Marcus. Notre travail est de les protéger tout en les aidant à maintenir des relations appropriées. C'est un équilibre délicat. Après la réunion, Janelle s'approcha de Lydia pendant que leurs enfants jouaient à proximité. Ça devient plus facile, dit-elle, offrant son numéro de téléphone à Lydia. Non pas que la situation reste compliquée, mais la portée devient plus facile, surtout quand on ne la porte pas seul. En rentrant avec Aubrey, qui babillait avec enthousiasme à propos des amis qu'elle s'était fait dans le groupe d'enfants, Lydia ressentit un sentiment de communauté retrouvée. L'isolement qui l'étouffait commençait à se dissiper. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Aubrey sous sa nouvelle courte pointe communautaire, Lydia réalisa quelque chose d'important. Elle avait été tellement concentrée sur la guérison physique d'Aubrey qu'elle avait presque manqué la guérison émotionnelle dont elles avaient toutes les deux besoin. Une guérison qui ne pouvait se faire dans l'isolement. « Maman », dit Aubrey d'une voix endormie, ses doigts traçant les carrés colorés de la courte pointe. Madame Bennett dit que cette couverture est comme un câlin de tout le quartier. Elle a raison. Lydia sourit, lissant les cheveux d'Aubrey. Et nous allons très bien nous en sortir avec toutes ces personnes qui nous aident. Pour la première fois depuis des semaines, Lydia dormit toute la nuit. Le fardeau de faire face à leurs défis seuls s'était enfin levé de ses épaules. La berline bleu marine de Madame Patel s'arrêta au bord du trottoir devant l'immeuble de Derek, ses plaques d'immatriculation gouvernementale signalant une affaire officielle. L'enquêtrice des services de protection de l'enfance vérifia de nouveau son presse-papier avant de sortir dans l'air frais du matin. C'était sa 3e visite sur la propriété en 2 semaines, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle rencontrait plusieurs des voisins de Derek. À l'intérieur du hall, avec ses lumières fluorescentes vacillantes et son sol en linoléum fissuré, elle fut accueillie par le concierge de l'immeuble, un homme à l'air las nommé M. Gen. Ils attendent dans le 3B, l'informa Teil, les menant à l'ascenseur. Madame Winters du 3A, la famille Ramirez du 3C, et Jimmy Carter du 2D. Madame Patel haussa un sourcil. Jimmy Carter? Ses parents avaient de l'humour, expliqua M. Gen en haussant les épaules. C'est l'adolescent qui gardait la petite fille. Les entretiens durèrent près de 3 heures. Madame Winters, une femme âgée aux mains rhumatisantes et aux yeux vifs, décrivit les problèmes de plomberie fréquents qui affectaient tout le 3e étage. Ce pauvre homme se plaignait toujours à la direction, expliqua-t-elle, désignant le mur qu'elle partageait avec l'appartement de Derek. L'eau coulait marron pendant des jours. Je lui ai dit de ne pas laisser l'enfant la boire. La famille Ramirez confirma le problème de parasites de l'immeuble. Nous gardons notre appartement impeccable, insista Madame Ramirez. Mais les insectes passent à travers les murs. La direction pulvérise une fois par mois, mais cela ne sert jamais à grand-chose. Jimmy Carter, un adolescent dégingandé avec de l'acné et de l'énergie nerveuse, se révéla être le témoin le plus révélateur. Tripotant son étui de téléphone, il admit qu'il avait souvent laissé Aubrey seul dans l'appartement pendant qu'il rendait visite à des amis dans le couloir. Monsieur Matthews faisait des doubles quarts, expliqua Jimmy défensivement. Il me payait pour la surveiller, mais je ne savais pas quoi faire avec une petite fille. Je me suis assuré qu'elle avait des céréales et des choses. Et les conditions de la salle de bain? Demanda Madame Patel. Jimmy fit une grimace. Les toilettes refoulaient tous les 2 jours. Je lui ai dit d'utiliser les toilettes de la station-service au bout du pâté de maison quand c'était vraiment grave. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Lydia était assise dans le cabinet du docteur Walsh et recevait une mise à jour prudemment optimiste sur l'état d'Aubrey. Le médicament fonctionne, expliqua le docteur Walsh, examinant les derniers résultats des tests. L'infection réagit bien que nous ne soyons pas encore tirés d'affaire. Les niveaux nutritionnels d'Aubrey s'améliorent, et la distension abdominale a diminué de manière significative. Elle semble avoir plus d'énergie, acquiesça Lydia. Elle demande à retourner à l'école. Le docteur Walsh sourit. C'est un bon signe. Je pense que nous pouvons envisager un retour progressif la semaine prochaine, en commençant par des demi-journées. Alors que Lydia rentrait chez elle, son téléphone sonna. C'était Maître Winters, son avocate. Derek a déposé une requête pour restaurer ses droits de visite, dit-elle sans préambule.
Il affirme qu'il a déménagé dans un nouvel appartement et que les conditions ayant causé la maladie d'Aubrey ont été entièrement prises en charge. La prise de Lydia sur le volant se resserra. Mais l'enquête des services de protection de l'enfance n'est même pas terminée. Il soutient qu'il ne devrait pas être pénalisé indéfiniment pour des problèmes dans un appartement qu'il n'occupe plus. La voix de Maître Winter s'était mesurée. Le juge a fixé une audience pour mardi prochain. Ce soir-là, alors que Lydia aidait Aubrey à faire un puzzle simple, sa fille leva les yeux avec ses yeux bleus sérieux qui pouvaient faire fondre le cœur le plus dur. « Papa vient me voir demain ?» demanda-t-elle avec espoir. « Oui, au centre familial comme la dernière fois », l'assura Lydia. Aubrey plaça soigneusement une autre pièce du puzzle. « Les câlins de papa me manquent, mais pas la maison de papa. » Le commentaire innocent traduisait parfaitement la complexité de leur situation. Comment Lydia pouvait-elle protéger la santé physique d'Aubrey tout en nourrissant son besoin émotionnel de son père? Et Derek pouvait-il vraiment offrir un environnement sur cette fois-ci? Ou était-ce juste une autre promesse qu'il ne pourrait pas tenir? En bordant Aubrey ce soir-là, Lydia ne pouvait se défaire de l'anxiété concernant l'audience à venir. Tout allait dans la bonne direction, la santé d'Aubrey s'améliorait, la thérapie l'aidait, les systèmes de soutien étaient en place. La requête de Derek menaçait de perturber la fragile stabilité qu'elles avaient établie. Elle devrait faire confiance au juge pour qu'il voie l'ensemble du tableau, non seulement les promesses de Derek, mais la réalité de ce qu'Aubrey avait enduré. La pluie martelait les fenêtres du bureau de Maître Winters alors que Lydia examinait la pile de documents étalés sur la table en chaîne polie. Rapports médicaux du Dr Walsh, évaluation thérapeutique du Dr Patel, et conclusions préliminaires des services de protection de l'enfance créaient une trace écrite qui racontait l'histoire d'Aubrey en termes cliniques et objectifs. Pourtant, rien de tout cela ne capturait la peur que Lydia ressentait à l'idée qu'Aubrey retourne trop tôt aux soins de Derek. « Ces dossiers sont convaincants », dit Maître Winters, ajustant ses lunettes de lecture. La documentation du Dr Walsh sur l'état d'Aubrey est particulièrement complète. Les images d'échographie avant et après parlent d'elles-mêmes. Lydia hocha la tête, se souvenant des images floues qui avaient révélé l'étendue de l'infection d'Aubrey. Mais Derek a un nouvel appartement maintenant. Est-ce que cela ne va pas tout changer? Pas nécessairement, répondit Maître Winters. Le juge prendra en compte la totalité des circonstances. La question ne porte pas seulement sur l'environnement physique, mais sur le jugement et les choix de supervision de Derek. Elle sortit un autre document. La déclaration de Jimmy Carter est particulièrement préoccupante. Laisser une enfant de 6 ans essentiellement sans surveillance pendant des heures à la fois montre une grave lacune en matière de responsabilité parentale. Lydia soupira, des émotions conflictuelles l'envahissant. Les visites supervisées au centre familial s'étaient bien passées. Derek avait été attentif, apportant des collations saines et s'engageant pleinement dans le jeu d'Aubrey. Il semblait sincèrement contrit des conditions qui l'avaient rendu malade. « Je ne veux pas priver Aubrey de son père de façon permanente », admit Lydia. J'ai juste besoin de savoir qu'elle sera en sécurité. Alors c'est sur cela que nous nous concentrons, dit fermement Maître Winters. Nous ne demandons pas au tribunal de mettre fin aux droits de Derek, ni même nécessairement de maintenir l'arrangement actuel indéfiniment. Nous demandons une transition progressive avec des garanties appropriées. Elles passèrent l'heure suivante à élaborer leur stratégie pour l'audience. Plutôt que d'attaquer le caractère de Derek, elle se concentrerait sur les besoins médicaux d'Aubrey et l'importance d'un environnement de rétablissement stable. Elle proposerait un plan progressif, continuation des visites supervisées, suivi de visites de jour avec nuitée sous réserve d'inspection du domicile et de la participation de Derek à un cours de parentalité. Alors que Lydia rentrait chez elle, les gouttes de pluie striant le pare-brise, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle faisait la bonne chose. Était-elle trop protectrice? Était-elle, à un certain niveau, en train de punir Derek pour le divorce en rendant son chemin vers des visites régulières si difficiles? Elle récupéra Aubrey chez Madame Bennett, où la petite fille avait passé l'après-midi à faire des biscuits et à écouter des histoires du bon vieux temps. « Maman, regarde ce que j'ai fait. » Aubrey brandit un cœur en papier légèrement de travers, couvert de paillettes. « C'est pour papa. Madame Bennett m'a aidé. »« C'est magnifique, ma chérie, » dit Lydia, la gorge serrée. « Papa va adorer. » Ce soir-là, alors que Lydia aidait Aubrey à se préparer pour le lit, elle remarqua sa fille fixant pensivement les photos de famille sur sa table de nuit, des photos de jours plus heureux où elles avaient toutes vécu ensemble. « Maman, » dit Aubrey avec hésitation.
Si je promets d'être vraiment, vraiment sage, est-ce que je peux rester parfois dans la nouvelle maison de papa? La question innocente frappa Lydia comme un coup de poing au cœur. Oh, ma chérie, il ne s'agit pas d'être sage ou non. Tu es toujours sage. Il s'agit de choses d'adultes et de s'assurer que tu restes en bonne santé. Mais je prends mes médicaments maintenant, raisonna Aubrey. Et papa a dit que son nouvel endroit était super propre et sans insectes. Nous verrons ce qui se passera après la réunion avec le juge la semaine prochaine, dit Lydia avec précaution. Tout le monde veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Après avoir bordé Aubrey, Lydia se retrouva attirée par le petit bureau dans le coin de sa chambre. Elle sortit une feuille de papier et commença à dessiner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis l'université. Avec des traits précis, elle esquissa le visage de sa fille, capturant l'espoir et la confusion dans ses yeux innocents. Quand elle eut fini, elle fixa le portrait, y voyant toute la complexité de leur situation. Aubrey aimait ses 2 parents. Elle avait besoin de ses 2 parents, mais elle avait aussi besoin de sécurité et de stabilité. Le lendemain matin, Lydia trouva Aubrey à la table de la cuisine, absorbé à faire un dessin. Il montrait 3 personnages stylisés, une grande femme, un grand homme et une petite fille au milieu. La fille avait un visage triste, et elle se tenait entre les 2 adultes qui étaient tournés l'un vers l'autre. Le simple dessin captait ce que les mots ne pouvaient pas, la perception d'Aubrey d'être prise entre 2 personnes qu'elle aimait. Cela renforça la détermination de Lydia à trouver une solution qui protégerait la santé d'Aubrey sans rompre sa relation avec son père. Alors qu'elle se préparait pour l'audience de mardi, Lydia savait que, quel que soit le résultat, le véritable défi serait d'aider Aubrey à naviguer le paysage émotionnel compliqué d'une famille divisée mais toujours liée par l'amour d'un enfant. Le calme du dimanche après-midi fut brisé par une voiture inconnue qui s'arrêta dans l'allée de Lydia. À travers la fenêtre du salon, elle vit une femme âgée élégante en sortir, les cheveux argentés coiffés en un carré net, la posture droite malgré ses plus de 70 ans. Il fallut un instant à Lydia pour reconnaître Barbara Matthews, la mère de Derek. « Qui est cette dame » demanda Aubrey, levant les yeux de son livre de coloriage. « C'est ta grand-mère Barbara » répondit Lydia, surprise. Barbara avait été distante depuis le divorce, maintenant un contact minimal avec Aubrey par des cartes d'anniversaire occasionnelles et des cadeaux de Noël. Ouvrant la porte, Lydia força un sourire poli. « Barbara, c'est inattendu. » « Je sais que j'aurais dû appeler d'abord, » dit Barbara, sa voix portant le léger accent du sud que des années dans le nord-est n'avaient jamais tout à fait effacé. « Mais j'avais besoin de voir Aubrey et de te parler. » Aubrey jeta un coup d'œil timidement de derrière les jambes de Lydia. Bien qu'elle reconnaisse sa grand-mère sur les photos, elle ne s'était rencontrée en personne qu'une poignée de fois. « Bonjour, petite, » dit Barbara, son expression sévère s'adoucissant. « Mon Dieu, comme tu as grandi. » Dans la cuisine, tandis qu'Aubrey reprenait son coloriage en jetant de fréquents regards curieux vers sa grand-mère, Barbara alla droit au but. « Derek m'a appelé la semaine dernière, m'a raconté ce qui se passait. » Ses mains, ornées d'une seule bague de perles, étaient serrées fermement autour de sa tasse de thé. « Au début, j'étais convaincu que tu exagérais pour l'éloigner de sa fille. C'est pourquoi je suis venu voir par moi-même. » Lydia sentit un éclair d'indignation. Les dossiers médicaux d'Aubrey. Barbara leva une main. « J'ai déjà visité l'ancien immeuble de Derek. J'ai parlé avec ce concierge. J'ai vu les conditions moi-même. » Son calme vacilla légèrement. « Je n'avais aucune idée que mon fils vivait de cette façon, et encore moins qu'il y exposait Aubrey. » L'aveu surprit Lydia. Elle s'attendait à de la défensive, à des accusations, pas à cette reconnaissance discrète. « Puis-je voir ces dossiers médicaux » demanda Barbara. « J'ai été infirmière pendant 40 ans avant de prendre ma retraite. J'aimerais comprendre exactement à quoi nous avons affaire. » Lydia hésita, puis récupéra le dossier sur son bureau. Alors que Barbara examinait les rapports du docteur Walsh et les images de l'échographie, son attitude professionnelle ne pouvait masquer sa consternation. « Ce niveau d'infection parasitaire, » murmura-t-elle en secouant la tête, « et son état nutritionnel. » Elle leva les yeux, rencontrant directement le regard de Lydia. « Je vous dois des excuses. Vous la protégiez comme toute bonne mère le ferait. »« Je n'essaie pas de priver Aubrey de Derek, » dit doucement Lydia. « J'ai juste besoin de savoir qu'elle est en sécurité. » Barbara hocha la tête, jetant un coup d'œil vers Aubrey, qui approchait maintenant avec précaution, curieuse des papiers qu'elles examinaient.
Mamie, tu veux voir mon dessin? Demanda Aubrey, brandissant sa dernière création, une maison avec un soleil souriant au-dessus. J'adorerais, ma chérie, répondit Barbara, tapotant la chaise à côté d'elle. Pendant qu'Aubrey expliquait son œuvre, Lydia observa l'interaction, notant la chaleur sincère dans les yeux de Barbara. Quels que soient ses défauts, son amour pour sa petite fille était évident. Après qu'Aubrey soit retourné à son coloriage, Barbara baissa la voix. Le nouvel appartement de Derek est mieux, mais ce n'est toujours pas idéal pour un enfant, et son horaire de travail reste problématique pour une supervision adéquate. Elle redressa ses épaules. Décision prise. C'est pourquoi j'offre mon aide. De l'aide? Répéta Lydia. Je peux superviser les visites chez Derek. J'ai pris un congé de mon travail bénévole à l'hôpital. Je pourrais rester avec eux pendant les visites d'Aubrey, assurer des repas corrects, l'hygiène, tout cela. L'offre stupéfia Lydia. Barbara avait toujours maintenu une distance polie, respectant les limites de leur famille brisée. Ce niveau d'implication représentait un changement significatif. Pourquoi maintenant? Lydia ne put s'empêcher de demander. Le regard de Barbara se posa sur Aubrey. Parce que je les ai tous les deux laissés tomber, dit-elle doucement. J'aurais dû être plus présente après le divorce. Derek était en difficulté, et je me suis dit qu'il devait se débrouiller seul. Sa voix se raffermit. Mais Aubrey ne devrait pas payer le prix de ses erreurs, ni des miennes. Avant que Lydia ne puisse répondre, Barbara ajouta, j'ai déjà parlé à Derek. Il a d'abord résisté, sa fierté, vous savez, mais il a accepté l'arrangement si cela l'aide à retrouver ses droits de visite. Ce soir-là, après que Barbara soit partie avec la promesse de revenir bientôt, Lydia regarda Aubrey jouer avec la petite figurine en porcelaine que sa grand-mère lui avait apportée, une délicate ballerine qui avait appartenu à Barbara enfant. L'alliance inattendue avec Barbara offrait à la fois espoir et complications. L'implication de la mère de Derek pourrait fournir la supervision dont Aubrey avait besoin tout en maintenant son lien avec son père. Mais cela signifiait aussi inviter une autre personne dans leur dynamique familiale déjà complexe. À l'approche de l'audience de mardi, Lydia se demanda comment le juge verrait ce nouveau développement. L'implication de Barbara serait-elle considérée comme une étape positive vers un arrangement plus sûr, ou serait-elle perçue comme un aveu que Derek ne pouvait pas fournir des soins adéquats par lui-même? Plus tard cette nuit-là, Lydia reçut un message texte d'un numéro qu'elle voyait rarement sur son téléphone ces jours-ci. La mère de Derek m'a parlé de sa visite. Je suis désolé pour tout ce qu'Aubrey a traversé. Je veux arranger les choses. Le simple message, exemple de la défensive et du reproche qui avait caractérisé leur communication récente, donna à Lydia une lueur d'espoir qu'ils étaient peut-être tous enfin prêts à faire passer les besoins d'Aubrey en premier. Le couloir du palais de justice bourdonnait de conversations chuchotées alors que Lydia était assise sur un banc de bois poli, lissant les plis invisibles de sa robe bleu marine. À côté d'elle, Maître Winters révisait ses notes une dernière fois. De l'autre côté du couloir, Derek et son avocat étaient penchés en conversation, jetant parfois un coup d'œil dans leur direction. Derek était différent aujourd'hui, ses cheveux soigneusement coupés, portant une chemise repassée et une cravate que Lydia reconnaissait de leur mariage. Plus frappante que son apparence était son comportement. L'hostilité défensive de leur précédente comparution au tribunal avait été remplacée par un sérieux sombre. Barbara Matthews était assise entre les deux camps, un territoire neutre dans le champ de bataille émotionnel. Elle fit un signe de tête respectueux à Lydia avant d'approcher son fils, redressant sa cravate légèrement de travers avec une autorité maternelle. Tout le monde debout, cria l'huissier alors qu'ils entraient dans la salle d'audience. Le juge Harmon entra, ses lunettes à monture argentée posées sur son nez alors qu'elle examinait le dossier devant elle. Nous sommes ici pour réexaminer les arrangements de visite pour Aubrey Matthews, commença-t-elle, regardant les deux parties. Je crois comprendre qu'il y a eu des développements depuis notre dernière audience. Maître Winters se leva la première. Oui, votre honneur. Bien que nous maintenions notre préoccupation concernant la santé et la sécurité d'Aubrey, nous reconnaissons que M. Matthews a trouvé un nouveau logement. Le docteur Walsh a fourni une évaluation médicale actualisée de l'état d'Aubrey, qui montre une amélioration mais un besoin continu de supervision médicale. Le juge hocha la tête, se tournant vers l'avocat de Derek. Et votre position, maître? Votre honneur, mon client a apporté des changements significatifs pour répondre aux préoccupations du tribunal.
Il a déménagé dans un nouvel appartement dans un immeuble avec un entretien et des sanitaires adéquats. Il a suivi 2 cours de parentalité au centre de ressources familiales avec d'excellentes évaluations de la part des instructeurs. Il fit une pause, désignant Barbara. De plus, la mère de M. Matthews, Barbara Matthews, a proposé de superviser les visites pour assurer le bien-être d'Aubrey. La juge Harmon tourna son attention vers la représentante des services de protection de l'enfance. Madame Patel, quelle est votre évaluation de la situation? Madame Patel s'approcha de la tribune. Votre honneur, nous avons effectué une inspection de la nouvelle résidence de M. Matthews. Bien qu'elle représente une amélioration significative par rapport à ses conditions de vie précédentes, nous avons toujours des préoccupations concernant son horaire de travail et le manque d'arrangement de garde d'enfants cohérent pendant d'éventuelles visites avec nuitée. Pendant l'heure suivante, le tribunal entendit les témoignages du Dr Walsh sur les progrès médicaux d'Aubrey, de Madame Patel sur les résultats de l'inspection du domicile, et de l'instructeur des cours de parentalité sur la participation et l'évolution de Derek. Puis le juge Harmon fit quelque chose d'inattendu. Madame Matthews, Monsieur Matthews, veuillez vous approcher de la barre. Lydia échangea un regard surpris avec son avocate avant de rejoindre Derek devant le banc du juge. Hors dossier, dit la juge Harmon, sa voix s'adoucissant légèrement. Je fais ce métier depuis 23 ans, et j'ai vu des milliers de familles en conflit. Ce que je vois ici n'est pas 2 personnes qui veulent se nuire mutuellement, mais 2 parents qui luttent pour faire ce qui est juste pour leur enfant dans des circonstances difficiles. Elle regarda directement Derek. Monsieur Matthews, votre situation de vie a clairement posé un risque pour la santé de votre fille, que vous l'ayez voulu ou non. Cela ne fait aucun doute. Derek hocha la tête, acceptant la réprimande sans discuter. Elle se tourna vers Lydia. Madame Matthews, votre préoccupation pour votre fille est appropriée et bien fondée, mais les enfants ont besoin de leurs 2 parents chaque fois que possible. Lydia sentit les larmes monter et les retint. Je n'ai jamais voulu priver Aubrey de son père, votre honneur. J'ai juste besoin de savoir qu'elle est en sécurité. La juge Harmon hocha la tête. C'est pourquoi je vais proposer un compromis, et j'aimerais que vous y réfléchissiez tous les 2 sérieusement avant que je ne rende ma décision formelle. La juge décrivit un plan de visite progressif. Derek continuerait avec des visites supervisées au centre familial pendant 2 semaines supplémentaires. Ensuite, si la prochaine évaluation médicale d'Aubrey montrait une amélioration continue, il pourrait avoir des visites de jour dans son nouvel appartement en présence de Barbara. Après un mois de visites de jour réussies, il réévaluerait la possibilité de nuitée. Cela donne à Aubrey le temps de se rétablir complètement, donne à Monsieur Matthews le temps de démontrer des soins cohérents et appropriés, et offre à Madame Matthews une assurance raisonnable de la sécurité de sa fille, expliqua la juge Harmon. Pouvez-vous tous les 2 accepter cette approche? Lydia regarda Derek, le regarda vraiment pour la première fois depuis des mois. Derrière la façade défensive à laquelle elle s'était habituée, elle vit un véritable remords et une véritable détermination. Je peux accepter cela, dit-elle doucement. Moi aussi, ajouta Derek, sa voix ferme. De retour à leur table respective, les avocats officialisèrent l'accord, et la juge Harmon en fit l'ordonnance officielle du tribunal. Alors qu'ils sortaient de la salle d'audience, Barbara s'approcha de Lydia. Merci, dit-elle simplement, d'avoir accepté de donner une autre chance à Derek et de m'avoir permis de faire partie de la solution. Derek resta en retrait, mal à l'aise et incertain, jusqu'à ce que Lydia l'approche. Je pensais ce que j'ai dit là-bas, lui dit-elle. Je n'ai jamais voulu priver Aubrey de toi. Je ne pouvais juste pas la laisser tomber malade à nouveau. Je sais, répondit-il, la regardant directement. Et je vais vous prouver à toutes les 2 que je peux faire mieux. Je le promets. La sincérité de sa voix donna à Lydia l'espoir qu'ils avaient peut-être tourné la page. Non pas pour revenir à ce qu'ils étaient, mais pour avancer vers quelque chose de nouveau, de véritables coparents centrés sur le bien-être de leur fille. Alors qu'elle rentrait chez elle pour annoncer la nouvelle à Aubrey, Lydia sentit la tension qui l'avait étreinte pendant des semaines commencer enfin à se relâcher. La route à venir aurait encore ses défis, mais pour la première fois, elle avait l'impression qu'ils allaient tous dans la même direction. Les feuilles d'automne tourbillonnaient dans le parc alors qu'Aubrey courait en avant, ses joues rougies d'excitation et de santé. 8 semaines s'étaient écoulées depuis l'audience du tribunal, et la transformation de la petite fille était remarquable. Son énergie était revenue, son appétit était robuste et les examens médicaux montraient désormais des résultats normaux dans l'ensemble.
Pas trop loin, ma chérie, cria Lydia, regardant Aubrey grimper sur les jeux d'enfants. À côté d'elle sur le banc du parc, Barbara Matthews ajusta son écharpe contre la brise d'octobre. Elle est comme une enfant différente, observa la vieille dame. Le docteur Walsh dit que ses analyses de sang sont maintenant complètement normales. Lydia hocha la tête, toujours émerveillée par l'alliance inattendue qui s'était formée entre elle et la mère de Derek. Ce qui avait commencé comme un arrangement de supervision imposé par le tribunal s'était transformé en une véritable amitié basée sur leur amour partagé pour Aubrey. L'appartement de Derek est prêt pour demain, continua Barbara. Il a fait les courses toute la semaine, planifiant des repas qui suivent à la lettre les recommandations du docteur Walsh. Demain marquerait une étape significative, la première nuit d'Aubrey chez Derek depuis sa maladie. Après 6 semaines de visites de jour supervisées réussies, la juge Harmon avait approuvé la prochaine étape de leur plan échelonné. « Il est nerveux ?» demanda Lydia, regardant Aubrey saluer du haut du toboggan. Terrifiée, admit Barbara avec un léger sourire. « Il m'a appelé 5 fois hier pour vérifier sa liste de courses. Mais il est prêt, Lydia. Il a vraiment changé. » Lydia avait elle-même constaté les changements lors des réunions de transition qu'elles avaient tenues au centre de ressources familiales. Derek avait été ponctuel, préparé et pleinement engagé à créer un environnement sain pour Aubrey. Les cours de parentalité lui avaient donné des compétences pratiques, mais surtout, il l'avait aidé à comprendre ses responsabilités d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Madame Patel dit que son appartement est impeccable, ajouta Barbara. Il a même des purificateurs d'air dans chaque pièce et cette literie spéciale anti-allergène pour la chambre d'Aubrey. Aubrey accourut vers elle, légèrement essoufflée. « Puis-je avoir ma collation maintenant, s'il vous plaît ?» Alors que Lydia tendait à sa fille un petit récipient de tranches de pommes, elle s'émerveilla de la façon dont ces moments étaient devenus routiniers et paisibles. Le nœud constant d'anxiété qu'il avait étreint pendant des mois s'était enfin desserré. Plus tard cet après-midi-là, Derek arriva pour la réunion pré-lavage qu'ils avaient organisée. Tandis que Barbara emmenait Aubrey à la cuisine pour l'aider à préparer une collation, Lydia et Derek s'assirent dans le salon, examinant le plan pour la visite avec nuité. « J'ai fait un tableau de son horaire de médicaments, » expliqua Lydia, lui tendant une carte plastifiée. « La dose du soir est la plus importante. » Derek hocha la tête, étudiant attentivement le tableau. « J'ai réglé des alarmes sur mon téléphone comme rappel. » Il hésita, puis ajouta, « Je sais que tu es toujours inquiète. » « Je ne t'en veux pas. »« Je suis moins inquiète que je ne l'étais, » admit honnêtement Lydia. « Tu as fait le travail, Derek. »« Je peux le voir. » L'instructeur du cours de parentalité a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, dit Derek, fixant ses mains. Elle a dit, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents qui se soucient suffisamment pour continuer à essayer, à apprendre, à être présents. Il leva les yeux, rencontrant directement le regard de Lydia. Je veux être ce genre de père pour Aubrey. La simple sincérité de sa voix toucha quelque chose en Lydia qu'elle croyait endurcie depuis longtemps. Tu sais, dit-elle avec précaution. Quand nous nous sommes séparés pour la première fois, je voyais tout en noir et blanc. J'étais le bon parent. Tu étais celui qui ne se souciait pas assez. Mais la vie n'est pas si simple, n'est-ce pas? Derek secoua la tête. J'ai fait des erreurs graves. J'ai laissé ma fierté m'empêcher de demander de l'aide quand j'en avais besoin. Aubrey en a payé le prix, et je ne me pardonnerai jamais complètement. Sa voix se raffermit, mais je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. De la cuisine vint le son du rire d'Aubrey alors que Barbara disait apparemment quelque chose d'amusant. Le son joyeux servit de rappel de l'importance de tout cela, de la raison pour laquelle ils travaillaient tous si dur pour créer une nouvelle dynamique familiale à partir des morceaux de l'ancienne. Alors que Derek s'apprêtait à partir, finalisant les plans pour venir chercher Aubrey après l'école le lendemain, il s'arrêta à la porte. « Merci, dit-il simplement, de ne pas avoir abandonné sur moi en tant que père d'Aubrey. Vous auriez pu vous battre pour la garde exclusive après ce qui s'est passé, et vous auriez gagné. Ce n'aurait pas été ce qu'il y a de mieux pour Aubrey, répondit Lydia. Elle a besoin de nous deux. Après le départ de Derek, Lydia se retrouva attirée par les photos de famille exposées sur l'étagère. Parmi elles, une nouvelle addition, une photo prise lors du dernier rendez-vous de suivi d'Aubrey avec le docteur Walsh, montrant la petite fille tenant fièrement son certificat, tout va bien, flanquée de ses deux parents. Ce n'était pas le portrait de famille que Lydia avait autrefois imaginé avoir,
mais c'était peut-être quelque chose d'aussi précieux, un témoignage de résilience, de croissance, de la mise des besoins d'un enfant au-dessus des conflits adultes. Alors qu'elle aidait Aubrey à faire son sac de nuit pour la visite du lendemain, Lydia réalisa que ce n'était pas la fin de leur voyage, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la coparentalité signifiait véritablement travailler ensemble, même en vivant séparés. « Tu es excité de rester dans le nouvel appartement de papa ?» demanda Lydia alors qu'Aubrey plaçait soigneusement M. Floppy dans son sac à dos. « Oui. » Aubrey hocha la tête. « Papa dit qu'on peut faire des crêpes pour le petit déjeuner, et mamie Barbara sera là aussi. » La simple acceptation dans la voix de sa fille confirma ce que Lydia avait espéré, que pour Aubrey, la famille n'était pas définie par ceux qui vivaient sous le même toit, mais par le cercle de personnes qui l'aimaient et la protégeaient, où qu'elle soit. 6 mois s'étaient écoulés depuis la première nuit passée par Aubrey dans le nouvel appartement de Derek. Le soleil printanier inondait les fenêtres du cabinet du docteur Walsh alors que la pédiatre passait en revue ses notes avec un sourire satisfait. « Eh bien, Aubrey Matthews, » annonça-t-elle, posant sa tablette. « Je crois que nous pouvons officiellement clore ce chapitre de votre parcours médical. Vos derniers tests ne montrent aucune trace d'infection. Votre poids est parfait et vous êtes l'image même de la santé. » Aubrey, assise entre Lydia et Derek sur la table d'examen, rayonnait de fierté. À 6 ans et demi, elle ressemblait à une enfant différente de la petite fille pâle et distendue qui était venue pour la première fois au cabinet du docteur Walsh ce jour préoccupant. Ses joues étaient roses, ses yeux bleus vifs et son énergie débordante. « Ça veut dire que je n'aurai plus de vilains médicaments ?» demanda Aubrey avec espoir. Le docteur Walsh rit. « Plus de vilains médicaments, confirma-t-elle. Juste des contrôles réguliers comme n'importe quel autre enfant. » Dehors, sur le parking, Barbara attendait dans sa voiture, ayant conduit Derek au rendez-vous. Le système de soutien de la famille était devenu une machine bien huilée. Barbara supervisait toujours certaines visites, Madame Bennett restait une voisine et une babysitter occasionnelle appréciée, et le centre de ressources familiales fournissait des ressources continues aux besoins. « Une glace pour fêter ça ?» suggéra Derek alors qu'il sortait du bâtiment médical. « Avant le déjeuner ?» Lydia haussa un sourcil, puis sourit. « Je crois qu'aujourd'hui, il faut un peu enfreindre les règles. » Au salon de glace, ils choisirent une table près de la fenêtre. En regardant Aubrey dévorer joyeusement son soda aux fraises, Lydia s'émerveilla du chemin parcouru par eux tous. Derek avait impeccablement entretenu son nouvel appartement, suivi volontairement des cours de parentalité supplémentaires et ajusté son horaire de travail pour répondre aux besoins d'Aubrey. La supervision imposée par le tribunal avait pris fin il y a des mois, remplacée par un arrangement de coparentalité qui fonctionnait réellement. « J'ai quelque chose pour vous », annonça soudainement Aubrey, fouillant dans son petit sac à dos. Elle en sortit un morceau de papier canson soigneusement plié et le tendit à ses deux parents. Lydia et Derek le déplièrent ensemble pour révéler un dessin au crayon d'une maison avec eux tous debout à l'extérieur, Lydia, Derek, Aubrey, Mamie Barbara, et même Madame Bennett. Autour de tout le dessin, une clôture blanche en bois les encerclait tous. « La clôture est là pour nous protéger, maman », expliqua Aubrey avec une sagesse innocente. « C'est magnifique, ma chérie, » dit Derek, la voix empreinte d'émotion. « Ma professeure d'art plastique m'a aidé, » continua Aubrey fièrement. Elle a dit que les familles ont toutes des formes différentes. En regardant le dessin, Lydia réalisa que c'était exactement ce qu'ils étaient devenus. Pas une famille traditionnelle, mais un cercle de protection autour de cet enfant qu'ils aimaient tous. La clôture dans le dessin d'Aubrey n'était pas une barrière empêchant les gens d'entrer, mais une limite les gardant en sécurité tout en permettant à l'amour de circuler librement à l'intérieur. Plus tard cet après-midi-là, alors qu'Aubrey se préparait pour son week-end avec Derek, Lydia l'aida à faire son sac à dos. L'emploi du temps de garde avait naturellement évolué vers un rythme qui convenait à tous, avec une flexibilité de part et d'autre lorsque nécessaire. « Tu sais, » dit Lydia, fermant la petite valise. « Je suis vraiment fière de toi, Aubrey. Tu as été si courageuse à travers tout ça. » Aubrey serra sa mère par le cou. Madame Bennett dit, « Parfois, les personnes les plus fortes sont les plus petites. » Quand Derek arriva pour prendre Aubrey, il y avait une aisance entre tous qui semblait autrefois impossible. Pas de tension, pas d'accusations silencieuses, juste 3 personnes qui avaient traversé une difficile tempête et en étaient ressorties avec une compréhension plus profonde de ce qui comptait vraiment. Tandis qu'Aubrey sautillait vers la voiture de Derek, babillant sur ses plans pour le week-end,
Lydia croisa le regard de Derek par-dessus la tête de leur fille. On l'a fait, dit-elle simplement. Derek hocha la tête, comprenant tout ce que ces 3 mots englobaient. Un jour à la fois, répondit-il. En les voyant s'éloigner, Lydia ne ressentit aucune anxiété, aucune peur, seulement de la gratitude pour le voyage qui leur avait appris à tous ce que signifie vraiment faire passer le bien-être d'un enfant en premier. Leur famille ne ressemblait peut-être pas à celle qu'elle avait imaginée autrefois, mais elle était forte, résiliente, et liée par l'amour qu'ils partageaient tous pour la petite fille qui leur avait appris à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. La clôture qu'Aubrey avait dessinée autour d'eux tous ne visait pas à empêcher le monde d'entrer, elle visait à créer un espace sûr où la guérison pouvait se produire et l'amour pouvait grandir, quels que soient les défis que l'avenir pourrait apporter.